écoutant tout ce qui vient d'être dit, je crois que la solution se trouve dans une seule expression. La volonté politique d'échanger au Congo. Une armée, c'est l'expression de l'homme politique. Moi, personnellement, je vais simplement vous exposer mon organigramme et vous dire, avant d'y arriver à cet organigramme, qu'est-ce qui s'est passé au sein des forces armées zaïroises pour qu'on se retrouve dans l'état actuel. En un mot, c'est la faillite de l'exercice de commandement des institutions qui ont entraîné la déliquescence de notre armée. Nous savons qu'en 1960, le Congo devient indépendant. Immédiatement, il y a la mutinerie. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, nomme Lundula, chef d'état-major général, excusez-moi, commandant en chef, et Mobutu, chef d'état-major général. Mobutu s'empare directement du pouvoir militaire. Il évince Lundula, devient chef d'état-major et commandant en chef, et directement, l'armée devient un bien privé. Pendant 40 ans, en tant que commandant en chef, ensuite président de la République, personne ne s'ingère en ce qui concerne l'armée. Toutes les décisions sont prises personnellement et indiquées le mode d'action à suivre. Lorsque le même père arrive, il y a l'institutionnalisation de toutes les institutions du pays qui lui sont inféodées. L'armée aussi. Et on met au sein de l'armée des éducateurs politiques. Posons-nous la question de savoir, à côté d'un éducateur politique, qui est les yeux de Mobutu, qui Mobutu doit renseigner Mobutu de tout ce qui se passe, de tout ce que le commandant de l'État dit, cet commandant-là est incapable de donner des instructions, de peur que tout ce qu'il raconte arrive sur Mobutu et demain il se retrouve en prison. C'est ainsi que Mobutu a eu peur de l'armée. Il a créé une armée parallèle. Et c'est cette armée-là qui a été la cause du délabrement total de nos forces armées. Abandonnant l'armée régulière, il a équipé premièrement la DSP, la garde civile, et avant ça, il y avait ce qu'on appelait la brigade spéciale de renforcement. Ensuite, il abandonne même cette armée personnelle où on ne trouvait que les militaires de sa région. Incompétents, incapables de tirer une balle, avec des commandants qui n'avaient aucune formation. Pour leur donner des grades, qu'est-ce que Mobutu avait fait? Il a fait venir des coopérants israéliens qui leur donnaient un cours de 6 mois et l'officier le lendemain, les militaires sortaient du camp, le lendemain était lieutenant, un jour après major et à la fin du mois colonel général. Je ne peux pas vous citer le nom, vous savez que toutes les unités spéciales créées par Mobutu pour sa défense étaient commandées par les gens de sa tribu. Le mécontentement créé suite à ces nominations ont créé la cisanie au sein des forces armées, la jalousie. C'est ainsi que les autres militaires étaient incapables de s'informer, de faire quoi que ce soit. Cet état de choses était connu par nos amis, par nos voisins, les Rwandais, les Ougandais, qui vont en profiter en 1997, excusez-moi l'expression, 97, 96, 97, pour envahir le Congo sous la couverture de l'AFDL, c'est-à-dire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec leur complice Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, quelle sera sa première mission? Il fait table rase. Il s'accapare du pouvoir politique, il décapite l'armée de ses membres les mieux formés, les cadres officiers, il dénie
les partis politiques, la société civile. Il fait appel à ces anciens qui se trouvent au maquis. Kabila instaure un gouvernement à l'image de ce qu'il faisait dans le maquis. Dites-moi, que peut-on demander à ce moment-là aux militaires dont les chefs ont été envoyés en forêt à Kitona, où la moitié a péri? Malheureusement pour Kabila, il suit encore les traces de Mobutu. Conséquence, en janvier 2001, il est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Comme dans une monarchie, la loi fondamentale provisoire disait que la direction du pays devait être confiée à un triumvirat. Ce triumvirat a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné son pseudo-fils, Joseph Kabila, à la tête du pays. Le pouvoir exercé par Kabila, nous pouvons le résumer comme étant un cheval de bataille, comme étant le cheval de Troie de l'axe Rwanda-Ouganda. Kabila commet l'erreur monumentale de nommer à la tête du pays un étranger qui aujourd'hui est ministre de la Défense nationale du Rwanda. Et c'est ce ministre-là, c'est cet homme-là qui continue à donner des directives en ce qui concerne la politique congolaise, la politique de la défense congolaise, qui dirige les opérations sur le terrain. Nous venons de suivre un exposé dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Union européenne. Vous avez bien suivi ce qui se passe là-dedans. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de volonté politique de pouvoir construire une véritable armée au Congo, quels que soient les mécanismes qu'on mettra en place, nous resterons toujours au même stade et il n'y aura pas de progrès. Pour nous, personnellement, nous avons pensé que la meilleure solution serait quoi? De faire des études, de mettre tout le monde dans un panier, qu'on secoue, qu'on regarde, que faut-il faire pour le Congo? Une nouvelle armée. Par quoi commencer? Cette armée-là doit se faire en plusieurs phases. Dans une première phase, consisterait à prendre tout ce qu'il y a sur le terrain, par exemple, retirer 5-6 bataillons, qu'on remet quelque part, qu'on reforme en très peu de temps. 3 mois, 6 mois, c'est suffisant. Donc, mission, aller à l'est du pays, bien équipés, bien entraînés, ils sont capables de donner des fils à retordre aux troupes rwandaises. Les troupes rwandaises, ce sont des troupes qui ont été formées au Congo. Ils ne sont pas mieux formés que les Congolais. Mais ce qui manque aux Congolais aujourd'hui, c'est la motivation. Ils ont été pendant de longues années abandonnés à leur triste sort, ce qui se poursuit jusqu'à présent. Si cette phase-là est réalisée, pendant qu'on commence la deuxième phase que j'appellerai le moyen terme, en même temps, on étudie la possibilité de mettre un mécanisme sur le terrain qui pourra lancer la véritable armée congolaise. Tout en poursuivant les objectifs à l'est du pays. Quand on aura conjugué la rébellion actuelle, si on peut parler d'une rébellion, moi je dirais plutôt l'agression actuelle que nos voisins de l'Est sont en train d'envahir le Congo pour notre richesse, pour s'emparer des richesses, pour voler les femmes, au vu et au su de la communauté internationale qui ne réagit pas, parce que la force de MONUSCO qui est sur place, elle n'a pas mission de s'opposer aux actes posés par les miliciens rwandais. Au contraire, elle les regarde, elle assiste, impuissante. Or, les troupes congolaises, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé ici de cela. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu personnellement un ancien chef d'état-major général des forces armées zaïroises qui m'a dit ceci. Je me dispose pour le moment de 3 batailles, de 3 compagnies. Elles sont prêtes à chasser Kunda Batouare sur le terrain. Quand il est arrivé sur le terrain, la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Quand nos troupes commencent à avoir le dessus sur les forces ennemies, il y a quelqu'un à Kinshasa qui sort qui dit arrêtez ces gens-là. Ils doivent s'arrêter là où ils sont pour faire marche arrière. Et vous allez dire que les Congolais sont incapables de combattre les Rwandais. Je doute fort. Ce qu'il faudrait donc aujourd'hui,
à ma connaissance, une volonté politique qui décide de mettre le moyen nécessaire pour restructurer l'armée en 3 phases. À court terme, les militaires actuels, rassemblés, on passe des tests, on sélectionne. Ceux qui sont inaptes, on le met de côté, on veut les confier à d'autres missions. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je n'ai pas dit. Ces gens-là, on ne doit pas les abandonner à leur triste sort. L'État doit le prendre en charge. Les aptes formés pour maintenir, pour combattre la rébellion. En même temps, on oublie souvent, et c'est la maladie de nous autres, les Congolais. J'ai souvent donné l'exemple, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est comme dans une famille. L'enfant naît, quand il a 2 mois, il sait marcher, on l'abandonne dans la rue. C'est comme Mobutu a fait. Il a créé une armée crédible quand il était commandant en chef. Mais cette armée terrible, qu'est-ce qui s'est passé? 2 bataillons formés, envoyés à Kisangani, au bout de 2 ans, on ne s'en occupait plus. Et ce qui se poursuit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a donc une politique à mettre en place. Et la politique que nous pensons, c'est une armée professionnelle, c'est-à-dire une armée de métier. À construire des casernes qui doivent être implantées à des endroits où la sécurité des personnes et des biens sera assurée, principalement les personnes. Les camps construits au temps de la colonisation sont aujourd'hui à l'intérieur des villes. Mais on oublie que les camps étaient construits à cette époque-là pour la protection des cités européennes. Et quand vous regardez très bien, tous nos camps, c'était la frontière entre ce qu'on appelait la cité européenne et le Belge, c'est-à-dire les camps indigènes. Mais ces camps-là ne répondent plus aux critères d'aujourd'hui. Il faudra faire un choix, installer des camps en dehors de ville, en dehors de camps, donner à l'armée le moyen nécessaire pour s'équiper et ensuite lui permettre de s'entraîner et d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir défendre l'intégrité du territoire. Les forces armées zaïroises à la dernière minute peuvent se transcender comme le dessin que vous voyez là-bas au-dessus. Un état-major, un gouvernement dans lequel il y a un président de la République, comme partout dans tout le monde entier, les armées sont représentés par le président de la République. Les chefs de l'État et les chefs des armées. Mais il n'a pas le monopole de l'armée. Il a sous ses ordres un ministre de la Défense nationale, un chef d'état-major général ou un commandant en chef qui s'occupe de la mise en œuvre des forces armées, qui étudie les différentes politiques de l'armée. Aujourd'hui, quand vous êtes par exemple en Belgique, ce n'est plus l'armée que nous avons connue quand nous étions ici dans nos académies militaires. L'armée belge aujourd'hui, c'est une armée qui est mise sur pied pour pouvoir intervenir en dehors de la Belgique. Les menaces ont disparu. Il n'y a plus de menaces. Ce n'est pas l'Allemagne qui aujourd'hui va attaquer la France. Ce n'est pas l'Allemagne aujourd'hui qui va attaquer la Belgique ou l'Angleterre. Par contre, chez nous, les menaces existent encore bien qu'ils n'existaient pas avant. La principale menace, c'est que nous vivons l'agression de nos voisins, dont la communauté internationale est incapable d'interdire. Nous avons d'autres menaces. La jeunesse, qui peut constituer une véritable menace. Nous avons une autre menace, la convoitise de nos richesses. Nous avons une autre menace, notre frontière est poreuse. N'importe qui, où qu'il se trouve, peut entrer au territoire sans que Kinshasa en soit informé. Cela conçu permet de créer réellement une politique militaire capable de pouvoir le conjuguer. Ce qui signifie que l'armée de demain, qui comportera force terrestre, la force aérienne, la force navale, les unités spéciales, ce que moi j'appelle les unités spéciales de la vie, la gendarmerie ou la force terrestre, les unités de recherche de renseignement, parce que l'enseignement est très important dans la stratégie militaire, l'accent est mis sur la stratégie et sur le renseignement. Un général, commandant de troupes, ne peut pas aller en guerre sans avoir des renseignements sur l'ennemi. Un commandant d'opération sur le terrain
ne peut pas engager sa troupe s'il ne connaît pas la position de l'ennemi, s'il ne connaît pas la force de l'ennemi. Donc, les unités spéciales doivent nous permettre de connaître les menaces qui pèsent sur notre territoire. Sans cela, créer une armée ne servirait à rien du tout. Sans politique, une volonté politique ferme qui mettra à la disposition des gens chargés de former l'armée le budget nécessaire, le personnel à former, surtout les cadres, créer des écoles, confier ces écoles-là à des personnes compétentes, je ne pense pas qu'on pourra avoir une armée au Congo. Le colonel Baptiste qui vient de nous parler tout de suite là, il a décrit tout un tas d'histoire. Et j'ai entendu plusieurs fois, il a répété le mot volonté politique. La part du politique. Est-ce qu'il n'y a pas de part de politique? Vous voulez faire une armée dans un pays qui n'est pas le vôtre. C'est comme si vous demandez aux États-Unis de venir créer une armée en Belgique. Et si la Belgique ne veut pas, il n'y aura pas d'armée. Le problème du Congo, je crois que c'est celui-là. Y a-t-il pas quelque chose qui gêne qu'il y ait un état de droit au Congo? La première question à se poser, je crois que c'est celle-là. Si cette question-là est résolue, qu'on sait qu'il y a un chef, un président de la République, qui aime le Congo, qui veut le bien-être du Congo, qui peut mettre les moyens, le personnel pour créer une armée, nous pensons que la sécurité s'installera au Congo, il y aura de la paix et l'économie peut commencer à voir le jour. Sans armée, pas de sécurité, pas d'économie. Merci.